éditeur du dictionnaire amoureux de l'islam. Et là, vous revenez avec ce dictionnaire amoureux de l'Algérie. On va voir quelques images vues du ciel de ce pays qui est le vôtre, l'Algérie. Absolument magnifique. Et on a l'impression, Malek Chebel, que effectivement, vu du ciel, c'est une terre. On comprend votre amour. Hein, on comprend que vous consacriez un dictionnaire. Oui, alors on est. Pardon. Ça, c'est le Grand Sud. C'est le Grand Sud algérien. La Sahara. Oui. Et là, on se dit, bah oui, amoureux. On comprend absolument cet amour. Et puis, quand on lit ce livre et quand on commence par l'introduction, on découvre que vous parlez de l'Algérie. En disant qu'il y a là-bas un immense ressentiment, ce sont vos mots, et une profonde déception pour ceux qui ont cru en son destin. Qu'est-ce que vous voulez dire, Malek Chebel, que 50 ans après l'indépendance, il y a quelque chose de pourri au royaume d'Algérie? Ben, je n'irai pas jusqu'à dire pourri. Enfin, vous voyez bien que le bon Dieu a bien fait les choses. Lui, Dieu, il a fait une terre magnifique, divine, céleste, sublime, que les hommes n'ont pas réussi à garder telle qu'elle leur a été offerte. Et donc, à partir de là, il y a en effet une grande douleur, notamment chez les jeunes. Au bout de 50 ans d'indépendance, je pense que beaucoup de jeunes ne savent pas exactement ce que c'est être libre. Et ce que j'ai constaté, et je n'ai aucun ressentiment à titre personnel, mais je le constate dans la réalité, je pense que les jeunes sont dépouillés, en fait, en quelque sorte, de leur liberté, de leur jeunesse même. On leur a en quelque sorte volé leur jeunesse. Et c'est tragique. Alors le responsable, vous parlez de trois conservatismes, c'est ces trois conservatismes-là qui ont dépouillé la jeunesse de sa liberté? Absolument, parce qu'ils se sont accaparés cette liberté-là. Oui. Les trois conservatismes, évidemment, c'est le conservatisme militaire, c'est le conservatisme politique. Et depuis peu, à notre grande surprise, alors que dans d'autres pays, on essaye de s'affranchir de l'islamisme et du fondamentalisme religieux, depuis peu, je constate qu'il y a un troisième conservatisme qui se met en place, qui est le conservatisme religieux. Et donc, ça se passe entre les militaires, qui sont dépositaires de fait de ce pays depuis l'indépendance, parce que ce sont eux, à leurs yeux, qui ont arraché le pays à la France, et puis les politiques qui ont réussi tant bien que mal à trouver leur place, mais dans la complicité avec les militaires. Et puis on a maintenant encore un troisième conservatisme, qui est le conservatisme religieux. Et comment vous expliquez ce retour, vous dites c'est récent, ce retour du conservatisme religieux? Parce que les deux premiers conservatismes ne veulent pas lâcher le pouvoir, tout simplement. Donc quoi? Donc le troisième se met en branle? Et le troisième, c'est le prix à payer pour garder le pouvoir. Vous dites que vous êtes habité par la folie algérienne. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est le fait d'être né dans un pays magnifique, d'être d'une manière ou d'une autre indirectement dépossédé de ce pays. Moi, je dis que je suis le plus algérien des Français et le plus français des Algériens. Parce que je viens de passer d'ailleurs la moitié de ma vie, un peu plus de la moitié de ma vie, en France. Ça y est, le cap est voilà, franchi. Donc je ne sais plus qui je suis. Donc du coup, la folie est totale. Mais en beaucoup même temps, de psychanalyse ce soir. Quand je vais en Algérie, je retrouve immédiatement mes racines et mes sensations. La lumière, c'est quelque chose d'assez incroyable, la lumière algérienne. Hein. Il y a des points de lumière qu'il faut repérer, qui relèvent de la magie pure. Ou par exemple des couleurs. J'ai parlé du bleu algérien, là que j'invente quasiment dans ce livre. Le bleu algérien. Pour savoir ce qu'est le bleu algérien, il faut vraiment se trouver du côté de Tichiv, en Kabylie, à la rencontre d'un fleuve et d'une mer, quand le soleil se lève ou se couche. Et là, vous êtes face au bleu algérien. C'est assez spectaculaire. Il y a le bleu cobalt aussi, qui est le bleu de la mer, que vous voyez avant d'entrer dans cette espèce d'institution, loin de vos parents. Où, ah oui, parce que comme vous allez devoir vous battre. C'est mon enfance, là, ma première jeunesse. Je suis un enfant de la DAS, on va dire. J'ai mal démarré dans la vie, hein. Franchement, c'était pas gagné d'avance. Et puis, mais du coup, cette vie-là que j'ai eue au début m'a servi d'école, une école de la rue, c'était assez magnifique, où j'ai réussi, si je puis dire, à sauvegarder l'essentiel. Alors, Malek Chebel, évidemment, c'est un dictionnaire amoureux, hein, on a beaucoup parlé d'amour. Alors, ça commence par l'évocation d'une cousine qui ne parle que de sexe, hein, c'est vous qui racontez ça, oui. Et dont les bras potelés vous enveloppent telle une corolle de fleurs. Oui. C'est magnifique. Donc, vous voulez nous prouver que l'Algérie, c'est quoi? C'est le paradis des amours enfantines, c'est le paradis sur terre, oui, tout à fait, tout à fait. Paradis des amours innocentes.
Et donc cette cousine, il y a toujours une cousine d'ailleurs dans tous les harems, parce que moi j'ai vécu dans un harem où il y avait beaucoup de femmes de tous les âges, de toutes les formations. Vous avez vécu dans un harem? Ah oui. Moi-même, de fait, c'est pas une histoire ancienne, c'est une histoire que j'ai vécue. Et là, on avait droit à tout type de femmes. Alors, et vous dites que vous avez mal commencé dans la vie, moi j'aime bien. Mais c'était des initiatrices totalement. Oui. Totalement. Là, on sortait déjà formés, là. Excusez-moi, je suis un peu peut-être... je traduis peut-être pas tout à fait l'imaginaire de l'ensemble des Algériens ou des Arabes, et même voire des musulmans. Parce que moi, j'ai commencé ma carrière avec le tabou de la virginité au Maghreb. Hein, une approche psychanalytique. Donc, je suis allé dans le sein des saints, si je puis dire. Puis après, j'ai pas arrêté de faire, Christophe l'a rappelé, toute une série de livres. La moitié de mes livres, c'est sur le sexe. Voilà, vous explorez en fait ce lien complexe entre la chair et l'islam. Voilà, et j'estime qu'un homme, un être humain, un homme bien formé, une femme bien formée, de notre temps, aujourd'hui, en cet endroit, n'a pas le droit de se refuser cette liberté-là. C'est une liberté fondamentale. Il faut avoir accès à cette connaissance qui est maintenue secrète, mais il faut au contraire forcer les portes pour pouvoir aller la chercher, parce qu'elle nous permet d'être des êtres humains tout simplement, accomplis, parfaits, sans quoi on est imparfait. Alors justement, ce n'est pas un hasard si vous avez signé un texte pour l'exposition que nous allons découvrir maintenant dans notre séquence opinion publique. C'est l'Institut du monde arabe qui consacre une expo, qui propose en ce moment à Paris une expo qui s'appelle Le corps découvert. On y voit des nus signés par des artistes arabes. Vu d'ici, ça peut paraître culotté à l'heure des polémiques justement autour du voile intégral. Alors on s'est demandé ce qu'en pensait le public et les spécialistes. Réponse avec Simon Marty. Alors que le corps est de plus en plus couvert dans les pays musulmans, l'Institut du monde arabe présente jusqu'au 15 juillet une étonnante exposition sur la représentation du corps nu chez les artistes arabes depuis la fin du 19e jusqu'à aujourd'hui. Le corps découvert présente peintures, sculptures, enluminures, photographies, vidéos, destinées à montrer au public que le nu n'a pas toujours été tabou dans l'art arabe, et qu'il peut même devenir un instrument d'expression et de contestation politique contre l'homophobie, la violence faite aux femmes, la privation de liberté. 200 œuvres peuvent-elles changer le regard occidental sur le prétendu tabou arabe de la représentation du corps? Un spécialiste, 2 artistes exposés, 2 spectateurs, ont livré leurs réactions, sensations, pulsations dans Opinion publique. C'est un problème qui ne se pose pas seulement avec l'islam. Dans le judaïsme, normalement, les représentations étaient interdites aussi. En fait, elles ont été violées presque tout de suite. Dans le christianisme, non. Mais justement, les autres religions du livre l'accusent d'avoir conservé un certain culte païen des idoles. Les galeries du Moyen-Orient vendent énormément de peintres qui représentent le corps. C'est une histoire qui a trait au monde musulman de l'interdiction du corps, mais je ne pense vraiment pas que ce soit quelque chose qui est vraiment en pratique. Dans chaque interdit, il y a le contre-interdit, il y a l'autre aspect du monde arabe qui est un monde tout à fait libre et libéré. Les femmes aujourd'hui se revoilent par millions dans le monde arabe, quand leur mère ou leur grand-mère s'était débarrassée précisément de ce voile. Il y a de quoi interpeller les artistes. Lorsqu'un dogme religieux interdit la représentation du corps, comment cette transgression doit-elle être interprétée? Provocation, pas tant que ça. Ces œuvres existaient. Nous n'avons eu que le mérite de les rassembler. Ça joue, je pense, sur les clichés qu'on peut avoir sur la représentation du corps, et l'interdit justement qui pèse sur la représentation du corps dans les arts islamiques ou arabes. Et dans ce monde actuel où les intégristes sont de plus en plus présents, montrer une exposition comme celle-ci nous permet de contrer un petit peu les idées préconçues qu'on a sur l'ensemble du monde arabe. Les artistes arabes, qu'ils vivent dans le monde arabe ou à l'extérieur de celui-ci, je crois qu'on peut dire d'eux que leur réflexion est politique et que, dès lors, cette exposition qui traitant de cette question du corps est certainement politique elle aussi. C'est une première bonne idée après la révolution arabe, parce que pour moi, la révolution, c'est pas juste contre les dictateurs. La révolution, c'est contre les mentalités islamistes, les mentalités arabes.
On va voir s'il y a des conséquences et si cette exposition peut passer un jour dans un pays arabe libéré. Alors, je vous pose la question, Malek Chebel, est-ce qu'une telle exposition a une chance d'être vue dans un pays arabe? Est-ce que vous-même, qui avez signé un texte pour le catalogue de l'exposition, vous êtes prêt à mouiller votre chemise pour qu'elle puisse être vue en Algérie, par exemple? Écoutez, d'abord, je trouve que c'est très courageux de la part de l'Institut du monde arabe d'avoir fait cette exposition. Je ne vous cache pas que j'ai été consulté avant la tenue de l'exposition et je leur ai dit qu'il y avait danger. Et heureusement, ils n'ont pas tenu compte. Ici, en France. Parce que précisément ici, je trouve que l'islam est moins bien compris que dans ses pays natals, dans les pays où il est né. Donc à partir de là, il y a une vision idéologique de l'islam qui n'est pas celle des pays. Je pense qu'au Maroc... Qui vous pensez à qui? Qui aurait pu être les ennemis d'une telle exposition en France? Des gens qui méconnaissent l'islam, ils sont nombreux. Et qui parlent au nom de l'islam en même temps. Et qui parlent au nom de l'islam. Et qui au contraire, justement... je dirais, considèrent que l'islam est le paravent et ils sont les meilleurs défenseurs de l'islam, mais du mauvais islam. Pensez à la mouvance salafiste, par exemple, en France? Par exemple, oui, mais pas seulement. Et pas seulement. Dans tous les cas de figure, je pense que l'exposition elle aura des chances au Maroc, à coup sûr. Peut-être avec quelques conditions dans un ou deux pays du Golfe, des pays du Golfe qui veulent précisément s'arrimer à la modernité occidentale. Pourquoi est-ce que c'est provoquant si on entend, et d'ailleurs vous avez réalisé un texte pour le catalogue de cette exposition, si ça fait partie de la tradition artistique arabe? Écoutez, parce que les gens ne connaissent pas l'islam. Je vais vous dire, le prophète a dit « J'ai aimé de votre monde les femmes, les parfums et la prière ». Ça, c'est le prophète. Et comme c'est le prophète, personne ne peut le récuser, personne ne peut dire qu'il a blasphémé l'islam, etc. C'est le prophète. C'est même le modèle. C'est le modèle, c'est le parangon. Or, les musulmans ne fonctionnent pas sur le modèle du prophète. Ils ont l'illusion d'imiter le prophète. Ils l'imitent sur des choses très extérieures et très superficielles. Le vêtement, la barbe, etc. En fait, le prophète est d'une certaine manière, je ne vais pas faire l'apologie, vous connaissez mes livres, il est le point de départ d'une civilisation magnifique, du bien jouir, du bien vivre, de la bonne chair, etc. Et dans tous mes livres, vous verrez, il y a le vin, il y a le Kama Sutra, il y a la gourmandise, il y a le sexe, il y a le corps. J'ai démarré ma carrière d'écrivain en écrivant un livre sur le corps en islam. Non, mais et je n'ai pas été excommunié pour ça, sur une base théologique, évidemment. Parce que j'aurais été contesté par des théologiens qui m'auraient dit « vous êtes hors de l'islam », peut-être on reverra les choses. Mais pour le coup, personne, jamais personne ne m'a dit que j'étais hors de l'islam. Parce que tous ces livres-là sont fondés sur des documents concrets. Il y a à l'intérieur de l'islam aujourd'hui, il y a des dissensions très fortes, et il y a des intellectuels très avancés, comme il y a des réactionnaires. Donc il y a un bouillonnement dans le monde de l'islam aujourd'hui qui est extraordinaire. Je précise juste, pardon, qu'on va justement approfondir ces questions tout à l'heure avec les invités de Claude Askolovitch, Alexandre Adler et Elisabeth Lévy. Je voudrais revenir quand même sur les relations hommes-femmes. En Algérie, vous employez des mots terribles quand même sur l'amour. Il y a névrose, schizophrénie. Vous dites que l'Internet, d'ailleurs, la consultation des sites, etc., ça a aggravé cette schizophrénie. La frustration. La frustration, d'ailleurs. Tout à fait. C'est de pire en pire. Et en même temps, on a l'impression aussi que... Vous dites aussi très bien qu'on mesure le degré de tolérance d'une société à l'aune du regard qu'elle pose, par exemple, sur les minorités. Moi, je me demandais... Je me demandais, par exemple, sur les homosexuels en Algérie. Quel est le regard, par exemple? On en est à quel niveau de liberté? Il y a le constat. De tolérance. Je fais ici un constat et je donne des perspectives. Je pense que nous sommes en train de basculer dans une autre forme de civilisation liée au monde arabe et à l'islam, et en particulier à certains pays qui bougent, parce qu'on est obligé. Je crois qu'on n'a pas le choix, justement. Mais donc, dès l'instant où nous basculons dans une civilisation plus positive, plus éclairée, plus humaine, plus harmonieuse, plus savoureuse, plus charnelle, moi j'estime, je suis raïchien un peu, parce qu'à partir de la psychanalyse, je pense que par la libération de la sexualité, on arrive à faire émerger une autre société, une autre femme, un autre homme de ces régions-là, par la libération de la sexualité.
Non, c'est sérieux, hein. Non, mais c'est On très va en sérieux. parler dans un instant avec Elisa Brune aussi. J'acquiesce, moi, pour la liberté et pour Sexuelle. la sexualité. Alors, mais quand Merci Malek Chebel. L'adresse Justement, il ne faut pas aller trop vite dans le domaine du sexe. Hein. C'est pas bon. Ah, mais j'ai pas été trop vite, mais il est temps que Elisa Brune soit d'accord avec vous. Dictionnaire amoureux de l'Algérie, publié chez Plomb. Et dans la série Plaisir de la chair, je voulais signaler aussi ce texte que vous avez publié avec Philippe Solers, avec, aux côtés de Jean-Michel Ribes, etc., dans une revue très originale, Louchébem, un hommage à la viande et à l'art On fait tous partie des de l'Académie bouchers. de la viande. Là. Absolument. Et donc, vous avez publié ce texte, Manger ce que la terre vous offre de licite et de bon. Une mise au point sur le halal bien utile en ces temps d'hystérie, comme vous disiez tout à l'heure.